Hello hello, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion dans lequel on va essayer de déterminer ensemble si ton comportement alimentaire est troublé. Si jamais tu as cliqué par le pur des hasards sur cet épisode mais que tu ne te sens pas concerné, je t'invite quand même à rester jusqu'à la fin. On sait jamais, c'est quand même bon pour toi de pouvoir entendre un petit peu tout ce que j'ai à te dire sur le sujet. Je sais pas si tu le sais, mais dimanche c'était la journée internationale des troubles du comportement alimentaire. Et pour l'occasion, je me suis dit que ça valait le coup, en fait, de refaire un point ensemble parce que malheureusement, on a tendance à être très mal informé, très peu informé aussi sur le sujet, alors qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à en souffrir. Et ça à cause, entre autres, du désir de perdre de poids ou de ne pas en prendre. Et c'est vrai en plus que j'ai été quand même pas mal surprise de constater que j'avais des patientes qui prenaient contact avec moi parce que elles sentaient qu'il y avait un truc qui clochait dans leur façon de manger, alors qu'elles avaient été voir d'autres professionnels avant pour, pareil, avoir un diagnostic et essayer d'arranger la situation, mais des professionnels qui ont estimé que selon eux, il n'y avait aucun problème. Et ça après avoir eu plusieurs séances justement avec ces patients. Le truc c'est que moi, ces patients-là, quand elles me font ces retours-là et qu'elles me disent qu'il y a un problème au niveau de leur comportement alimentaire, en tout cas qu'elles ont cette impression-là, dès la première séance, avec quelques questions, dès la première séance, j'arrive à voir qu'il y a en effet des petites choses qui déconnent un petit peu. Ok. Et généralement, sur la deuxième séance, ça se confirme et on a une idée plus précise de ce sur quoi on va devoir travailler pour pouvoir avancer ensemble. Mais je trouve ça fou quand même qu'il y ait des professionnels de santé ou des professionnels qui soient finalement spécialisés un peu dans la partie comportement alimentaire, rapport à la nourriture, qui ne voient pas certains indicateurs qui sont pour moi en plus flagrants, quand la personne en plus vient en disant qu'elles ont, selon elles, un souci avec leur manière de manger. Donc surtout n'hésite pas à partager à droite à gauche cette vidéo, notamment peut-être à des professionnels de santé ou des professionnels qui travaillent un peu sur le sujet, parce que je pense que ça pourrait peut-être leur permettre de ne pas passer à côté de troubles du comportement alimentaire. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que ça signifie que d'avoir un comportement alimentaire troublé, parce que je pense qu'on a tendance à catégoriser un petit peu les situations dans ce terme-là, et je pense qu'on peut le voir de manière un peu plus large. Mais bref, je vais t'expliquer ça après. Et je vais t'expliquer aussi l'importance pour moi qu'il y a à identifier au plus vite ce trouble du comportement alimentaire. Je vais te partager les 15 red flags qui doivent te mettre la puce à l'oreille, qui vont te permettre de savoir si toi tu es concerné par le comportement alimentaire troublé. Et je vais te donner mes conseils pour le réguler de nouveau. Le tout en essayant de ne pas dépasser 30 minutes. Mais juste avant, petit aparté pour t'informer que ça y est, après plusieurs mois d'attente, les inscriptions pour le programme Sérénité sont d'ores et déjà ouvertes jusqu'au vendredi 7 juin. Donc si jamais tu sens que tu as besoin d'améliorer certains aspects de ton comportement alimentaire et que tu veux être guidé pas à pas pour savoir exactement quoi faire, à quel moment et à quoi tu dois prêter attention, si malgré les contenus gratuits, tu sens que tu as envie d'aller plus loin, ce programme est fait pour toi. Donc tu trouveras le lien directement pour t'inscrire dans la description et si jamais tu as la moindre question, le moindre doute, tu peux m'envoyer un message en privé sur Instagram et tu peux aussi m'envoyer un mail directement à mon adresse mail contact@cindygagnol.fr. Mais revenons à nos moutons. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on va redéfinir un petit peu ce que c'est qu'avoir un comportement alimentaire troublé. Ok. Alors, un comportement alimentaire, déjà, si tu sais pas ce que c'est en gros tous les mécanismes internes que ton organisme, que ton corps met en place pour pouvoir répondre à ses besoins alimentaires grâce à des sensations alimentaires. Ces sensations alimentaires, elles vont avoir pour objectif de te faire savoir ce dont ton corps a besoin pour que toi tu lui apportes ou que tu arrêtes de lui apporter. Donc ça, c'est notamment grâce à des sensations qu'on appelle la sensation de faim, la sensation de satiété, les envies de manger et le rassasiement. Et quand on a un comportement alimentaire troublé, et en fait, ce sont ces 4 sensations alimentaires notamment qui vont être dérégulées, qui vont être défaillantes. En fait, il faut t'imaginer un peu comme si tu étais à l'usine et que tu voyais des machines qui travaillaient à la chaîne.
et que ces machines-là, elles avaient des rôles bien précis à un moment bien précis, et qu'elles se retrouvaient finalement à soit accélérer la cadence, soit ralentir la cadence, soit par exemple, je sais pas moi, s'il y a une sorte de pot de sauce tomate qui va fermer le couvercle, verser la sauce tomate sur le couvercle, tu vois, ça se déraille un petit peu. C'est comme si la machine s'emballait, qu'elle faisait un peu ce qu'elle voulait, et qu'elle comprenait plus, que le robot, la machine, le process interne ne comprenait plus ce qu'il devait faire exactement et à quel moment il devait le faire. Là, j'extrapole un petit peu avec ma métaphore, hein, mais c'est juste pour te donner une idée de, voilà, il y a qu'un mécanisme interne et en fait, il y a un ou plusieurs grains de sable qui sont venus enrayer le mécanisme, qui fait que ben là, à l'intérieur, c'est un peu le bordel. Il existe différents stades de gravité. Le stade le plus élevé étant bien entendu le plus connu. C'est là notamment qu'on catégorise tout ce qui va être anorexie, boulimie et hyperphagie. Et après, on peut éventuellement parler de tout ce qui est orthorexie, compulsion. Généralement, on entend moins parler que les trois que je viens de te citer juste avant. Et le problème, c'est que vu que quand on nous parle de troubles du comportement alimentaire, on parle essentiellement d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie, et bien le problème c'est que on a l'impression que si on n'est pas concerné par l'un des trois, ou dans un stade grave, tu vois, je sais même pas si. Je sais que la plupart des personnes en plus n'ont même pas conscience de la définition de chacun de ces troubles alimentaires. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été officiellement déclarés par un médecin, un psychologue, en tout cas un professionnel de santé, être atteint d'un trouble du comportement alimentaire. Et donc, quand on le sait pas, quand on n'en a même pas conscience, c'est normal, je trouve, de pas se sentir concerné. Et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, pour que toi tu puisses vérifier si oui ou non tu es concerné par un comportement alimentaire troublé. Et donc pour moi c'est quand même hyper important que tu puisses mettre le doigt sur ce trouble du comportement alimentaire, qui n'est peut-être pas de l'anorexie, qui n'est peut-être pas de la boulimie, qui n'est peut-être pas de l'hyperphagie, mais qui n'a peut-être pas de nom, tout simplement, tu vois, qui n'est pas catégorisé dans une maladie, dans un truc spécifique, mais qui est juste dans la partie trouble du comportement alimentaire, à des stades peut-être un peu moins élevés, mais qui en font quand même partie et sur lesquels tu dois quand même être vigilant pour recalibrer le truc. Ça va être important notamment parce que le fait de l'identifier, de le repérer, bah, ça va juste éviter d'aggraver la maladie, d'aggraver le trouble du comportement alimentaire, d'éviter l'installation de ce trouble du comportement alimentaire, parce que je suis pas sûre que ça a été prouvé scientifiquement parlant, mais je pense que plus on est confronté à ce trouble du comportement alimentaire, plus il y a des choses qui vont s'installer, des habitudes qui vont s'installer, un mode de pensée qui va s'installer, qui va être, je pense, plus difficile après à recalibrer, à enlever. Pas impossible, mais plus difficile, parce que ça va avoir plus de temps de s'installer. Il y a certains mécanismes notamment psychologiques, qui vont plus facilement s'installer. Et c'est comme si, en fait, je pense, ça faisait des connexions au niveau des neurones, au niveau de certains schémas de pensée, en lien notamment avec la nourriture et ta façon de manger. Et vu que ça va faire des connexions neuronales, ces connexions neuronales, en fait, c'est comme si plus tu repassais sur le chemin et plus le chemin était ancré. Donc plus vite on s'y attaque et plus on va arrêter de repasser sans cesse sur le chemin et on va faire en sorte au fur et à mesure qu'il s'atténue. Ça va aussi permettre d'éviter tout ce qui va être transmission. Et oui, parce que, alors, que tu aies envie d'avoir des enfants, que tu aies des enfants ou autre, tu transmets ta façon de manger soit à la génération en dessous, donc tes enfants, à la génération encore en dessous, les petits-enfants, tu peux transmettre ça à tes frères, à tes sœurs, à tes parents, à tes copines, à tes potes, tu peux transmettre ça en fait à n'importe qui autour de toi, si jamais un moment t'en parles, si jamais un moment quelqu'un te voit faire, prend exemple sur toi, ça se transmet en fait. C'est pas comme le Covid, mais mais ça se transmet et ça se transmet de plus en plus vite, notamment à cause de la culture de la minceur, à cause de la diète culture. Et si tu peux t'éviter ça, et je pense que notamment si tu as des enfants, je pense que tu ne veux absolument pas léguer ça à tes enfants. Je te conseille vraiment de t'y attaquer le plus rapidement possible. Je sais que personnellement dans ma famille, je me demande s'il n'y a pas quasiment toutes les femmes de ma famille qui ont un comportement alimentaire troublé. Ma maman en plus avait un stade euh, assez élevé, elle souffrait de boulimie vomitive. Du coup, elle a transmis un comportement alimentaire troublé à ma petite sœur. Moi, ça a été pendant
quelque temps, jusqu'au moment où, comme tu le sais sans doute déjà, où j'ai commencé mes études de diète, où en fait, bah, je suis plus facilement, je pense, que d'autres personnes auraient pu le faire, rentrer dans les restrictions, dans ce que le BTS diététique donnait, surtout qu'en plus c'est quand même ballot, hein, parce que à la base j'ai voulu faire diététique pour aider ma mère à sortir des troubles du comportement alimentaire. Et finalement, en y rentrant, eh ben, j'y suis rentrée moi aussi. C'est super, c'est génial, on adore. Et donc moi, pour le coup, je n'ai pas eu de boulimie. Moi, ça ressemblait plus à des compulsions. Dans mon cas, ça a duré environ 5 ans. Et là, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je travaille toujours sur mon comportement alimentaire. Alors, le plus gros du travail a été fait auparavant, mais je vois qu'il y a toujours des choses sur lesquelles j'ai besoin de travailler. Il y a des choses qui ont des pensées qui vont avoir tendance à revenir, des mécanismes qui vont avoir tendance à revenir et sur lesquels je dois parfois, en fonction de la situation, en fonction de la période de l'année aussi, être plus vigilante pour éviter que des anciennes habitudes reviennent, des anciens mécanismes reviennent et qui s'installent. Et puis mettre le doigt dessus le plus vite possible, ça va aussi t'éviter tout ce qui va être complications corporelles, psychologiques et sociales. Maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est la partie qui va t'intéresser le plus. Ça va être les 15 red flags qui vont te montrer, te mettre la puce à l'oreille sur le fait que tu es concerné par un comportement alimentaire troublé. Donc là, je t'en ai mis 15, il y en a plein d'autres. Là, j'ai mis ceux qui me venaient principalement en tête au départ, et j'ai voulu t'en mettre un petit peu 5 de chaque catégorie pour que tu puisses avoir déjà une petite idée, c'est ce qui revient le plus souvent, c'est ce que moi j'observe le plus souvent chez les patients qui viennent me voir. Donc je me dis qu'il y a plus de possibilités que tu puisses te retrouver là-dedans si jamais tu es concerné par les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai classé ces red flags en 3 catégories. Physique, psychologique, comportemental. Ok. Donc on va commencer par les red flags en lien avec le physique, en lien avec le corporel et ton corps. Le premier red flag, ça va être si tu prends du poids ou tu perds du poids. Le deuxième red flag, ça va être si tu n'as plus de règles, alors qu'avant tu les avais, ou si tu sens qu'il y a un dérèglement qui s'est fait, si elles sont moins régulières que d'habitude, alors qu'avant, elles étaient nickel et très régulières, et qu'il n'y a pas eu forcément de changement au niveau de ta contraception au niveau pilule, tout ça. Le troisième, ça va être le fait d'avoir une baisse de ta libido. Le quatrième, ça va être le fait de ressentir très régulièrement une grosse fatigue, qui reste peut-être constante aussi. Le cinquième, ça va être notamment le fait de faire des malaises. Ou de sentir, tu vois, que t'as la tête qui tourne quand tu te lèves, tu te sens pas très bien, à minima ça. Si tu vois que ça t'arrive plusieurs fois, c'est peut-être que t'es concerné par ce signal-là. Ensuite, dans la catégorie red flag psychologique, on va avoir l'obsession pour la nourriture. Quand je dis obsession, ça veut dire que tu y penses tout le temps. Notamment, tu es en train de manger, tu penses déjà à ce que tu vas manger juste après le repas, après dans la journée et éventuellement dans la semaine. Que tu arrêtes pas de penser à un aliment en particulier et que tu t'imposes de ne pas le manger. Enfin, le fait vraiment que tu ne penses H24 qu'à la nourriture. Il va aussi y avoir le fait de ne pas prendre de plaisir, ou en tout cas pas autant que tu l'aimerais. Généralement, quand on a un comportement alimentaire troublé, le plaisir, il est très souvent absent, alors qu'on recherche bien souvent le plaisir quand on mange dans ce genre de situation. Il va y avoir aussi le fait de compenser tes prises alimentaires, soit par le sport, par des laxatifs, des vomissements, des coupes-faim, des diurétiques, des jeûnes, le refus éventuellement de manger ou de vouloir manger le moins possible ou tout simplement être incapable, d'être en incapacité de manger. Ouais, je sais, ça fait une bonne petite liste, mais je préfère t'en dire au max pour que tu puisses jauger où tu te situes. Il va y avoir aussi le fait d'être obsédé par tout ce qui est apport calorique, macro. Donc quand je parle de macro, je parle de protéines, lipides, glucides. Généralement, les personnes qui vont être obsédées par les macros, c'est des personnes qui vont avoir un comportement alimentaire troublé, mais j'allais dire biaisé dans le sens où la personne a conscience qu'il faut manger, qu'il ne faut pas faire de régime, mais ces personnes-là sont très axées sur le sport et sur les résultats sportifs et notamment sur la dépense énergétique, calorique, pour après se concentrer sur les macros et faire en sorte que le corps a tout ce qu'il a besoin d'avoir alors que ça il peut le faire naturellement. Généralement, voilà, c'est le constat que je fais, c'est que les personnes qui sont très fixées, très axées macro, c'est des personnes qui vont du coup être très axées sport aussi, qui vont être un peu obsédées par le sport.
qui fait du coup aussi partie de la liste, obsédé par le sport. Donc obsédé par les calories, par les macros et par le sport. Et généralement, macro et sport, souvent ils sont un peu ensemble. Et tu vas avoir le besoin, ça veut pas forcément dire que tu vas réussir à le faire, mais tu ressens le besoin de contrôler ta prise alimentaire. Donc soit tu le fais, soit tu le fais pas du tout, soit tu vas le faire mais de manière assez périodique en fonction de ce que tu arrives à tenir ou pas. Donc le besoin de contrôle que tu vas ressentir, ça va être soit en fonction des heures où tu t'autorises à manger, soit les aliments que tu t'autorises à manger, soit les quantités que tu t'autorises à manger, ou les personnes devant lesquelles tu t'autorises à manger. Ensuite, on en arrive à la partie comportement. Pour le comportement, là, on va avoir notamment le fait de ne pas réussir à différencier ce que c'est que la faim de l'envie, le fait de sortir souvent de table en ayant la sensation d'avoir trop mangé, avoir la sensation de perte de contrôle sur certaines prises alimentaires, avoir des difficultés à ne pas terminer ton assiette, et en dernier, de ne plus ressentir de sensation de faim, ou à l'inverse, d'avoir la sensation d'avoir tout le temps faim. Donc ça, c'était les 15 red flags sur lesquels tu dois être attentive. Si jamais tu as au moins un de ces red flags, essaye de voir si tu en as d'autres dans cette liste-là, parce que si tu en as plus d'un, il est fort probable que tu en touches un du doigt. Donc si jamais tu veux réguler de nouveau ton comportement alimentaire, je vais te conseiller quelques petites choses là à mettre en place. Déjà, la toute première chose, ça va être d'identifier la cause de ton comportement alimentaire troublé. C'est-à-dire quel est le grain de sable qui est venu enrayer ta machine interne. Qu'est-ce qui a été responsable de ça? Petit spoiler, généralement, c'est le fait de faire attention à ton alimentation, de faire un régime, bref, d'être un peu embarqué là dans la diète culture, c'est le cas de figure le plus courant. Donc bon, peut-être que faire un autre épisode sur le sujet, ce serait peut-être pas forcément si intéressant que ça. Mais pourquoi pas? Ça, généralement, quand tu le travailles avec un professionnel, ça se fait en cours de route. Le fait d'identifier la cause, en soi, ça va pas forcément être indispensable pour t'aider à réguler ton comportement alimentaire, mais ça va surtout t'aider à éviter de redéréguler ton comportement alimentaire après l'avoir régulé. Tu vois, ça t'évite de retomber dans les anciens pièges. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça va être, si tu te rends compte que ton rapport au corps est compliqué, je te conseille de voir un psychologue pour travailler sur l'acceptation corporelle, sur ton rapport au corps, sur ta vision de toi et ton corps pour juste éviter de retomber dans la diète culture, dans les régimes qui vont te détraquer après par la suite ton comportement alimentaire. Donc si tu peux d'office voir un psychologue, une psychothérapeute pour en parler avec cette personne, normalement ça devrait déjà t'enlever une belle épine du pied et tu vas prendre de l'avance pour plus tard. Voilà, il vaut mieux le faire le plus tôt possible plutôt que d'abord travailler sur ton comportement alimentaire, puis travailler sur ton rapport au corps. C'est possible de le faire dans ce sens. C'est juste que, plus tôt tu le fais, moins tu seras emmerdé après. L'autre chose que je te conseille, ça va être en parallèle d'apprendre progressivement à respecter ton corps, notamment à comprendre ses envies, ses besoins, à percevoir ton rassasiement, d'apprendre à percevoir ta sensation de faim et surtout de respecter que ce soit tes envies, ton rassasiement et ta sensation de faim. Et toujours en parallèle, de retrouver un rapport sain à la nourriture avec un professionnel spécialisé. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, donc j'espère qu'il t'aura aidé déjà à faire un premier point sur ton comportement alimentaire pour te donner quelques pistes. Si jamais tu prends conscience à la suite de cet épisode que tu es concerné par certains des red flags là que j'ai évoqués avec toi, je t'invite à te rapprocher de professionnels de santé pour en discuter avec eux. Et surtout, si tu sens qu'il y a un souci, viscéralement si tu sens qu'il y a un problème et que tu vois que le professionnel de santé, lui, paraît ne pas être alarmiste et que toi tu sens qu'il y a vraiment un problème, prends un deuxième voire un troisième avis, ok? Certes c'est relou d'enchaîner les professionnels, mais il vaut mieux avoir 3 avis plutôt que de passer à côté d'un problème qui aurait pu être réglé. Parce que peut-être que le professionnel n'est pas suffisamment informé sur le sujet. Pour rappel, si tu préfères être guidé pas à pas par mes propres stratégies et avoir mon plan d'action pour retrouver une alimentation sereine, te débarrasser de tes restrictions alimentaires et renouer avec tes envies, ta faim et ton rassasiement, et avoir à disposition les bons exercices, les bonnes actions à mettre en place, avec en prime une hotline pour me poser toutes tes questions, ça se passe dans le programme Sérénité
où on voit tout en détail. On voit tous ces concepts-là en détail. Donc pense à t'inscrire avant la fermeture des inscriptions, fermeture qui a lieu vendredi 7 juin. Tu trouveras le lien en description. Et puis en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!